ces soirées de la salle de droit public de m'avoir fait confiance pour exposer un nouveau thème ce soir. Je voudrais également ne pas remercier Norbert Foulquier, d'abord pour m'avoir contraint un délai rapide, ensuite pour m'avoir fait parler après Jean-Jacques Bienvenu, ensuite pour avoir fait venir dans la salle des personnes qui sont infiniment plus compétentes que moi sur ces questions, de telle sorte qu'il m'a plongé dans une transe que la liberté de ton, de forme et de matière qui font l'intérêt de ces séminaires n'a pas contribué à limiter, de telle sorte que je me présente devant vous très inquiet et fort sceptique sur la possibilité de vous intéresser et au droit de l'urbanisme et au droit administratif général, et encore plus sceptique, mais là-dessus il n'y avait pas de doute, sur le fait de découvrir l'essence de la puissance administrative au travers du zonage. L'intitulé, il a un peu varié, mais l'intitulé de cette présentation tournait autour de la notion de spatialisation du pouvoir administratif. Et effectivement, la réflexion que je voulais mener avec vous, c'était celle qui consiste à savoir par quelle voie et dans quelles conditions le pouvoir administratif, l'administration a été légitimé et a été outillé juridiquement du pouvoir de déterminer l'affectation de zones du territoire, et cela naturellement en conflit avec les exigences, avec les problématiques liées aux droits de propriété telles qu'elles sont issues de la Révolution française. Le point de départ de cette réflexion, il tient au cours de droit de l'urbanisme que j'assure à l'université, et à l'étonnement que j'ai eu en essayant de préparer un peu ce cours la première année, de constater que non seulement la France n'avait pas été la patrie du zonage, alors que spontanément j'aurais bien vu nos administrateurs être le fer de lance de la construction de cette partie du droit de l'urbanisme. Donc non seulement la France n'avait pas été la patrie du zonage, mais qu'elle avait au contraire marqué une très forte résistance à l'égard de ces notions, puisque finalement on a commencé à accepter l'idée de découper le territoire en zones soumises à des urbanismes différenciés, en gros 30 ans après les États-Unis, 50 ans après l'Allemagne, et dans des conditions encore qui étaient nettement restreintes par rapport aux pratiques de ces pays. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que la France s'était convertie si tard à cette technique qui me paraît désormais extrêmement conventionnelle en droit de l'urbanisme. Et après cette question du pourquoi, c'est naturellement posé la question du comment. Finalement, par quelle voie, pour quelles raisons, donc genre pour quelles raisons, mais par quels outils cette résistance s'est opérée, et ensuite pour quelles raisons et par quels outils cette résistance a été surmontée. Et au fil de cette recherche, je dois dire que j'ai fait un certain nombre de découvertes, un certain nombre de petites découvertes, mais en tous les cas un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais vous rendre compte un peu de ce cheminement. Alors pour introduire ce sujet, je pense qu'il est important de dire en quelques mots qu'il y a une césure. Non seulement en droit de l'urbanisme, mais sur la notion même de l'urbanisme qui est intervenue au début du XXe siècle. On pourrait dire que le XXe siècle marque l'âge de l'urbanisme conscient de lui-même, alors que les périodes antérieures caractérisaient un urbanisme s'inscrivant dans d'autres problématiques de construction, problématiques de police, problématiques de propriété, et que finalement il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'urbanisme s'affranchisse de ces problématiques diverses pour devenir une matière autonome. Et d'ailleurs, et les spécialistes le savent mieux que moi, le terme urbanisme apparaît autour du début du XXe siècle
grâce aux nouvelles technologies, en tapant urbanisme dans Google Books, on trouve quelques occurrences antérieures, avec le sens urbanisme, c'est-à-dire gestion de l'espace public, pour dire les choses très simplement, antérieures à celles qui sont conventionnellement citées, mais comme ce sont des références qui sont pas très ragoûtantes, on a tendance à les mettre un peu de côté, notamment l'auteur qui manifestement semble avoir employé le terme urbanisme dans le sens que nous lui donnons actuellement, le premier, semble être un dénommé Vachier de la Pouge, qui, outre le fait qu'il a raté l'agrégation droit, a été quand même un des promoteurs des thèses racialistes et un des grands inspirateurs des théories allemandes du premier tiers du XXe siècle, de telle sorte qu'on préfère ne pas trop en parler, et alors effectivement il tresse un certain nombre de théories sur le développement des races et l'organisation de la cité. Donc c'est vrai que c'est malheureusement un auteur qu'il vaut mieux oublier. Mais ceci étant dit, il s'inscrit dans une série de problématiques qui sont tout à fait de l'époque. Alors, sur l'urbanisme antérieur au XIXe siècle, antérieur au XXe siècle, et pour revenir au sujet qui nous intéresse, il faut dire quelques mots pour comprendre quels effets ce basculement, en quelque sorte, va avoir sur nos questions. L'urbanisme d'avant le XXe siècle présente, à mon sens, 4 caractéristiques qui le distinguent de l'urbanisme actuel du point de vue qui nous préoccupe. D'abord, c'est un urbanisme qui est essentiellement villère, en ce sens que c'est un urbanisme qui ne se conçoit que par rapport à une logique de voie publique, et qui a pour but d'organiser fondamentalement les relations entre la voie publique et les propriétés privées qui vont se trouver sur les côtés de cette voie. Et la majeure partie des textes législatifs ou réglementaires d'urbanisme des 16, 17, 18e siècle, et même avant d'ailleurs, sont des textes qui concernent les relations entre la voie, qui relève du public, et les propriétés privées qui se trouvent sur ces pourtours. De ce point de vue, on aura l'occasion de le souligner, l'urbanisme haussmannien du Second Empire est finalement peut-être la dernière illustration de cet urbanisme villère, puisqu'il ne raisonne effectivement que sur l'ouverture de voies et la construction autour de ces voies, sans réfléchir en termes de zones, et on voit ici comment les choses peuvent se présenter de manière différente. La deuxième caractéristique, elle tient à ce que l'urbanisme ancien, l'urbanisme d'aménagement et comme on disait, d'embellissement des cités, est un urbanisme de projet. On parlerait aujourd'hui d'aménagement, on parlerait même aujourd'hui de lotissement. L'urbanisme ancien est fondamentalement un urbanisme de lotissement, et lorsqu'on développe la ville de manière concertée, naturellement, sans simplement la laisser à l'initiative privée, eh bien ce sont des outils de cette nature qui sont employés. Songeons, on ne va pas aller très loin, songeons au développement de Paris, la place des Vosges, c'est une opération de lotissement où, au fond, l'espace public est financé par la vente des hôtels particuliers qui encadrent la place. La place Dauphine est une concession faite par Henri IV au président du Parlement de Paris, à charge pour lui de réaliser une place et de financer la réalisation de cette place par la vente des constructions réalisées sur le pourtour. Et bon, j'ai pris 2 exemples très prestigieux, mais c'est un outil qu'on retrouve à peu près partout. Le carrefour de l'Odéon, par exemple, c'est un lotissement qui s'est réalisé de la même manière, et donc les rues qui partent en étoile traduisent bien cette problématique de lotissement et de création d'espaces publics par un financement de construction périphérique. Et donc, c'est un urbanisme qui n'accepte pas la planification en dehors du projet. C'est-à-dire que pour qu'il y ait planification, il faut qu'il y ait projet. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit concrètement envisagé pour qu'on puisse planifier. On ne fait pas de projet pour l'avenir, on ne réserve pas de terrain, on ne définit pas de zone, on fait un projet et on organise ce projet en quelque sorte. La troisième caractéristique
de cet urbanisme du XIXe siècle, c'est un point sur lequel j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, c'est qu'il repose sur des problématiques dans lesquelles l'urbanisme n'est pas une notion forte, il repose sur des problématiques de police, assez classiques, police de la santé, de la salubrité publique, police de l'ordre public, police de différentes composantes de la police, et ça c'est un point tout à fait important. Et puis enfin, quatrième aspect, cet urbanisme, c'est aussi un urbanisme de métier. On ne distingue pas à l'époque clairement entre les règles d'urbanisme et les règles de construction. Le bien construire, le bien toiser, le bien organiser, ça fait partie des règles de l'art. Et cet urbanisme est d'abord un urbanisme lié aux corporations. Et quand on regarde les ordonnances, et d'ailleurs pour le coup dès l'époque médiévale, on sent bien qu'une partie importante des règles sont des règles d'inspiration corporatrice ou corporative, je ne sais pas comment il faut dire quand on ne parle pas de la période récente, sont des règles qui ont pour but d'assurer la gestion des métiers de la construction. Et c'est cela que va venir bouleverser l'émergence d'un urbanisme au sens moderne du terme au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, même ailleurs d'ailleurs, que va venir bouleverser donc cette émergence contemporaine de l'urbanisme. Cette émergence, elle va s'opérer non pas en France, là non plus, elle ne va pas s'opérer, en particulier, j'aurai l'occasion d'y revenir, elle ne va pas s'opérer avec l'urbanisme haussmannien, qui encore une fois me paraît plutôt la dernière manifestation d'un urbanisme à l'ancienne que la première manifestation d'un urbanisme moderne, même sur des points de nuance, mais elle va s'opérer en Allemagne, dans l'Allemagne d'après 1870, dans l'Allemagne impériale, qui va utiliser l'outil de l'urbanisme comme elle utilise l'outil de la protection sociale, comme elle utilise l'outil des droits des ouvriers, etc., va utiliser l'urbanisme dans le cadre de ces modernisations institutionnelles très importantes. Et on va voir très rapidement se développer en Allemagne, à partir de 1875, des législations, alors d'abord d'inspiration vière, toujours avec cette thématique de la construction autour de la voie, et puis très progressivement se développant insensiblement d'ailleurs vers un urbanisme de zone, un urbanisme de planification urbaine, au point que dans les revues françaises on rendra compte avec beaucoup d'intérêt, en particulier après la Première Guerre mondiale, on rendra compte avec beaucoup d'intérêt non pas des expériences mais des régimes allemands, en soulignant même peut-être leur complexité et la nécessité de les simplifier. On sait bien que si c'est devenu complexe, c'est en règle générale que c'est appliqué depuis un certain temps et que, au fur et à mesure, on a affiné, on a modelé les règles. Et au fond, en 1920, en Allemagne, l'urbanisme par zone, l'idée qu'on ne construit pas pareil dans les centres anciens, dans les banlieues de faubourg, dans les espaces anciennement ruraux, est une idée qui est totalement acceptée. Mais cette initiative allemande, elle a surtout fait des émules, et ça c'est un point très intéressant, elle a fait des émules aux États-Unis. Et il y a une liaison très forte entre les urbanistes allemands et les urbanistes, j'allais dire les administrativistes, mais quand on parle des États-Unis, on a toujours un peu de gêne, un peu les termes administrativistes, les administrativistes américains et les urbanistes américains, on pourrait dire, et on voit se développer au début du XXe siècle, autour des années 1906-1909 en particulier, une très forte réflexion aux États-Unis sur la planification urbaine. Sur la planification urbaine et sur le développement programmé, organisé du territoire en zone. Et on va assister très rapidement, c'est la caractéristique très frappante de cet urbanisme américain, on va assister à un développement considérable
de la planification urbaine aux États-Unis, avec une première ordonnance qui concerne New York en 1916, et qui explique d'ailleurs, une fois qu'on a compris ça, la structuration orthogonale de Manhattan, qui est clairement le produit de cet urbanisme de zone. Et l'exemple de New York, qui est un urbanisme de reconstruction, parce que Manhattan était déjà une zone construite avant, mais une zone construite comme on peut la voir dans Gangs of New York de Martin Scorsese, c'est-à-dire des constructions, des baraques de ports, des docks, etc. Et donc on restructure l'espace, mais cette logique new-yorkaise va être développée à l'échelle de toutes les grandes villes des États-Unis. Et là encore, on rendra compte dans les revues françaises dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure, on rendra compte du fait que 300, 500, 600 grandes villes américaines sont dotées de plans d'urbanisme qui répartissent entre les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones de commerce. On va d'ailleurs voir que ça n'a pas eu que des aspects réjouissants, et qui diront, et nous. Et d'ailleurs, on ne parlera pas de zonage avant la Deuxième Guerre mondiale. On ne parlera que de zoning. Le zoning est sans doute le premier anglicisme du XXe siècle, parce que le jury en était un du XIXe siècle, mais le zoning est sans doute le premier anglicisme juridique du XXe siècle. Il a un grand avantage d'ailleurs quand on cherche dans Gallica ou dans Google Books, c'est que quand on tape zoning, on trouve les vraies sources, parce que c'est quand même un mot qui n'existe pas dans d'autres champs sémantiques, donc on trouve assez facilement les termes qui se réfèrent à cette problématique. Juste un mot d'ailleurs sur le développement du zonage aux États-Unis. Grâce à Google Books d'ailleurs, qui de ce point de vue est vraiment un outil très intéressant, on constate que le fait pour une ville d'avoir réalisé un plan d'urbanisme avec un zoning efficient est un outil de promotion, au point qu'on trouve des publicités dans des revues comme Time Life d'avant-guerre, où les villes disent, voilà, on est une belle ville, venez vous installer chez nous, d'ailleurs on a un beau zoning, etc. Ce qui est quand même extrêmement intéressant comme idée, mais en contrepartie, on trouve également, et j'ai noté dans une revue, de très très à gauche, qui s'appelle Crisis de 1940, c'est pas le Crisis français qui est très à droite, mais que le zoning est aussi un des outils de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, et que on n'a pas seulement défini des zones d'habitation, mais on a défini des zones d'habitation blanches et des zones d'habitation noires. Donc ce qui montre bien d'autres problématiques, c'est-à-dire que le zonage peut un peu aller au-delà de l'urbanisme pour faire entrer en jeu d'autres problématiques. Et la France dans tout cela? Eh bien la France, dans un premier temps, a commencé à suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'on sent, avant la Première Guerre mondiale, on sent, oui, une espèce de dynamique se mettre en place, qu'on peut caractériser par un certain nombre de points. D'abord, un effort de réflexion assez important autour d'une institution bien connue qui s'appelle le musée social, qui est le creuset de toutes les réflexions hygiénistes, parce qu'évidemment l'hygiénisme a un rôle important dans ces questions, et notamment autour de personnes comme, ça y est, son nom m'échappe à l'instant, de Jules Siegfried, le père d'André Siegfried, donc le maire du Havre, qui est très promoteur de ces questions-là. Donc un effort de réflexion important, des projets qui se construisent, et notamment un plan d'extension de Paris qui est élaboré en 1911 et qui commence à tracer des perspectives de ce type-là, et puis la mise en chantier de textes législatifs, alors évidemment mise en chantier façon Troisième République, c'est-à-dire avec le système des commissions, un certain effet retard qui sera aggravé par la guerre, puisque la première loi de 1919 qui institue des plans d'aménagement et d'embellissement le dépôt de la proposition de loi date de 1913. Donc on est tout à fait dans le tempo. Et puis il y a un blocage. Il y a un blocage très frappant
le vote de la loi en 1919, cette loi qu'on appellera la loi Cornudet pour la suite, le vote de cette loi, déjà dans des termes très, très restrictifs et très modestes par rapport à ce qu'on trouve à l'étranger, en est une illustration. Le fait qu'on n'ait pas profité de la reconstruction nécessaire des villes de l'Est pour développer une véritable réflexion d'urbanisme par zone en est une autre illustration très frappante. Et si on compare la situation avec ce qui se produira dans d'autres pays, en particulier en Belgique, qui avait été un peu dévastée au début de la guerre, il est très frappant de voir qu'en France, on évite de réfléchir en termes juridiques à la reconstruction des villes après 1918. Et d'ailleurs, si on compare la situation avec celle qui verra le jour après 1944-45, on est très frappé par la différence de problématiques entre la reconstruction après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale en termes de zonage. Donc, on est clairement dans un moment de réaction en France. Et seulement en France. Dans tous les autres pays, au contraire, l'urbanisme planificateur continue de se développer et en France, au contraire, il régresse. Alors, évidemment, c'est là qu'on arrive à la question du pourquoi. Alors, je voudrais, pour essayer un peu de cadrer les choses, essayer de dérouler un peu les étapes de ce blocage et surtout de la manière dont il va être levé. Je voudrais ensuite montrer quels sont les outils qu'on a mis en œuvre, les outils juridiques et les outils théoriques qu'on a mis en œuvre pour parvenir à lever ce blocage, et puis on terminera en réfléchissant un peu sur la manière dont les choses se sont prolongées ensuite. Alors, l'échec primitif, le blocage primitif, il est donc, comme je le disais, très, très marqué par la faible intensité normative de la loi de 1919 qui n'impose que de manière très limitée les plans d'aménagement et d'embellissement qu'elle organise. Loi qui sera révisée en 1924 et malgré cette révision en 1924, on aura toujours une très faible application et le nombre des communes qui mettront en œuvre des plans d'aménagement de la loi Cornudet seront très limités. Donc ça, c'est vraiment la réticence qui s'exprime dans tout ce qu'elle a de plus fort. On verra que cette réticence est probablement liée à des intérêts qui se sont conjoints, mais qui sont des intérêts assez différents. Il y a une exception qui est une exception coloniale, et qui est l'exception coloniale marocaine. De ce point de vue, il convient de souligner, et c'est un détour très intéressant, que lorsque Lyautey est affecté au Maroc et qu'il décide de cette espèce d'entreprise civilisatrice multiforme, il veut y faire contribuer un aspect d'urbanisme, de modernisation de l'urbanisme marocain, qui ça se traduit notamment à Rabat ou à Casablanca, et il demande aux personnalités du musée social de lui envoyer des urbanistes, et viendra notamment Henri Prost, qu'on retrouvera ensuite dans les réflexions sur l'aménagement de la région parisienne, et on va voir se développer très rapidement, en l'espace de 2 ans, c'est réglé en 1927-28 au plus tard, on va voir se développer un plan d'aménagement de Rabat, avec de l'urbanisme par zone, avec de l'urbanisme qui, comme aux États-Unis d'ailleurs, continue de distinguer entre les quartiers indigènes et les quartiers européens, mais néanmoins un urbanisme par zone qui a vocation à régir une planification ultérieure de toute construction. Ce qui d'ailleurs conduit sans doute, ce qui m'a mis sur la piste des raisons du blocage, c'est que la grande caractéristique du Maroc, et ce qui le rapproche au fond des États-Unis, c'est qu'il s'agit de planifier des espaces vierges, de décider à quoi serviront des espaces vierges, et qu'il est quand même beaucoup plus facile de décider à quoi va servir quelque chose qui n'a jamais servi à rien, plutôt que de décider à quoi va servir quelque chose qui a déjà une fonction, et donc où la décision administrative va rentrer en conflit avec la fonction antérieure. Donc on a cette première exception marocaine. Et puis,
On va voir, lié à l'accroissement considérable de l'exode rural après la Première Guerre mondiale, on va assister à ce qu'on pourrait appeler une pression de la banlieue. Et à la vérité, si le blocage initial de la société dans son ensemble va être levé, c'est sans doute parce que le peuplement très intense de la région parisienne, enfin l'augmentation de peuplement très intense de la région parisienne entre 1914 et 1930, 1918 même 1930, va faire peur. Le peuplement et la coloration politique. Je vous lis un texte qui est légèrement postérieur, enfin un morceau de texte qui est très légèrement postérieur, qui date de 1935, mais qui est le produit d'un auteur dont on va avoir à reparler de manière abondante. Si je le retrouve, voilà. C'est Henri Puget qui est auditeur au Conseil d'État, maître des requêtes même à l'époque où il écrit ça. Il dit: les lotissements, je viendrai sur la notion de lotissement ensuite, ont provoqué la constitution de la ceinture rouge. Et toutes les communes où la population s'est accrue ont des dépenses qui augmentent rapidement, Pour solutionner ce problème, il fallait un plan d'ensemble, etc., etc. Et donc, il est clair que derrière la pression urbanistique en banlieue, il y a la préoccupation politique. Il est clair que les élections municipales qui ont vu l'accès des communistes à la mairie de nombreuses communes entre 1920 et 1930 provoquent une inquiétude forte, et d'ailleurs on verra que le plan d'organisation de la région parisienne sont l'œuvre de gouvernements très conservateurs, provoque une inquiétude forte, et effectivement juguler la ceinture rouge ou éviter qu'elle ne s'étende, parce que juguler une ceinture c'est un peu une image pas très élégante, ont largement contribué à cette problématique. S'y ajoute toujours concernant la banlieue une autre question qui devient très intense, c'est avec le morcellement des grandes propriétés qu'on avait en banlieue, morcellement en lotissement, on voit émerger deux types de lotissements, des lotissements de luxe ou relativement de luxe, qui sont la suite de ceux qui ont été construits avant la Première Guerre mondiale, donc avec des maisons meulières, avec parfois des espaces communs assez élégants. On peut penser au Vésinet, on peut penser à d'autres types de constructions. Et puis à côté de ça, on voit se développer des lotissements sans éclairage, sans assainissement, avec des maisons construites dans des matériaux qui feraient passer le torchis pour du marbre, et on voit se développer des lotissements qui sont quand même, il faut le dire, à deux doigts du bidonville. C'est ce qu'on appellera les lotissements défectueux. Et en 1926, on votera une loi, 1926, donc on voit qu'on est vraiment dans la problématique, pour essayer de régler le problème des lotissements défectueux. Or, à la vérité, le problème des lotissements défectueux est exactement le même que celui des copropriétés qu'on peut trouver en Seine-Saint-Denis ou en Essonne ou dans d'autres départements actuellement, à Grigny par exemple. C'est qu'en réalité, les gens qui sont là n'ont pas les moyens d'assurer le financement des espaces communs, des œuvres communes, et donc qui sont défectueux parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour développer tout ça. Et donc, on comprend bien qu'il faut passer de cet urbanisme de lotissement, on était encore dans cet urbanisme de projet, voilà, on va faire lotissement là, enfin on va faire, c'est le propriétaire qui décide de le faire, à un urbanisme planificateur où on prévoit et on prévient le développement de ces lotissements défectueux. Et c'est en 1928, donc à l'occasion d'une réflexion sur l'aménagement de la région parisienne, c'est en 1928 que se produit le moment crucial avec la création du comité d'aménagement de la région parisienne, comité qui est donc l'œuvre d'une décision de Raymond Poincaré, mise en musique par son ministre de l'Intérieur Tardieu, et qui sera prolongée et activée jusqu'en 1935, en 1935 en particulier, sous l'influence de Pierre Laval. Et donc il est clair que le Grand Paris, parce qu'on parle de Grand Paris, on parle de plus grand Paris, c'est drôle, hein, le sentiment d'avoir déjà lu ça quelque part, et expliquons d'ailleurs que plus grand Paris, c'est le fait de relier
par une voie un métropolitain régional des cités satellites. J'ai le sentiment d'avoir déjà lu ça quelque part, d'avoir fait un retour vers le passé quand je lisais ça. Donc c'est à ce moment-là que, sous l'influence de ces gouvernements très conservateurs, de ces cabinets très conservateurs, que va se développer la réflexion sur un urbanisme planificateur et de zonage en Île-de-France, enfin dans la région parisienne d'abord, et puis dans le reste des régions françaises ensuite. C'est une série de décrets-lois de 1935 qui mettra en œuvre ces projets, avec notamment un décret-loi qui habilite à réaliser un plan d'aménagement de la région parisienne. Il se trouve que ce plan d'aménagement de la région parisienne, qui est donc dans les cartons dès 1935, et d'ailleurs quand on regarde la revue Urbanisme de 1936, tout est déjà dedans, ne sera finalement adopté qu'en 1939, qui est une période relativement peu favorable à la planification d'urbanisme. Les règles du décret-loi de 1935, et ça c'est un point très intéressant, seront généralisées à l'ensemble de la France par une loi de 1943, la loi d'urbanisme de 1943, celle qui en profite également pour généraliser le permis de construire, puisque le permis de construire est au fond le suiveur de cet urbanisme planificateur. C'est parce qu'on a des règles qu'on doit faire respecter que derrière on doit mettre en œuvre un régime de permis de construire. Et puis à la vérité, c'est surtout dans l'après-guerre que se développeront ces zones, ces plans d'urbanisme zonés, et il est tout à fait frappant de constater que les travaux du comité d'aménagement de la région parisienne seront la référence constante de tous les auteurs d'urbanisme jusque dans les années 60. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure ces cités satellites reliées par un métropolitain régional, il est évident que les villes nouvelles, prétendument sorties tout armées du cerveau de l'ouvrier, sont en réalité les successeurs de ces cités satellites évoquées dans les travaux du comité d'aménagement de la région parisienne. C'est un autre sujet sur lequel je ne reviendrai pas. Voilà un peu le mouvement de tout cela. Venons-en donc aux outils théoriques et juridiques qui ont conduit à lever ces difficultés et à progresser dans cette voie de l'urbanisme planificateur. D'abord, les obstacles à lever. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a eu ce blocage et cette réticence très frappant par rapport à d'autres pays européens? Il me semble que la première raison, c'est l'absolutisme de la propriété, l'absolutisme du droit de propriété. C'est volontairement que je dis l'absolutisme de la propriété et l'absolutisme du droit de propriété, parce qu'à mon avis, il y a deux ordres de discours. Il y a un discours théorique qui va être tenu sur le fait qu'on ne peut pas porter atteinte au droit de propriété, etc. Mais il me semble que ce discours théorique a en réalité pour vocation de recouvrir une réalité plus prosaïque, c'est la fonction de la propriété dans la région parisienne tout spécialement, au début du XXe siècle. Alors, le discours théorique, c'est un discours assez amusant, surtout quand on voit par qui il est tenu et comment il est tenu. C'est un discours assez amusant qu'on retrouve notamment dans un texte publié dans la revue Urbanisme, qui est la grande revue qui concerne ces questions-là. Un texte qui est produit par le président de deux associations, l'Union de la propriété bâtie de France et l'Union des associations de propriétaires suburbains de la région parisienne. Il parle des lobbies actuels, mais je vous rassure, quand on voit comment s'expriment ces personnes, on sait qu'on est tout à fait dans la même logique de lobby dès à présent. Et, bon, je ne vais pas vous le lire, parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais en gros, l'idée générale est la suivante. Toute l'histoire de France a marqué le passage de la féodalité à la propriété, c'est-à-dire que on était dans un système féodal dans lequel
que ce soit pour les féodaux, que ce soit pour les non-aristocrates, et on n'avait pas véritablement la propriété, mais uniquement une tenure, alors servile ou bourgeoise ou même aristocratique, mais ce n'est pas véritablement la propriété. Est venue la Révolution française qui a balayé toute cette horrible féodalité et a fait des Français des véritables propriétaires. Or voilà qu'aujourd'hui, l'administration veut reprendre le fond de la propriété en quelque sorte et ne plus concéder le droit de construire qu'en fonction de ses besoins. Autrement dit, l'argumentation, c'est celle-là, c'est celle d'un retour en quelque sorte à un ordre féodal. On aurait remplacé le seigneur féodal par la puissance administrative. Alors, c'est évidemment une théorie reconstruite, c'est une théorie assez frustre, mais c'est une théorie qui me semble pas complètement reposée sur rien. Il est clair que dans la logique du XIXe siècle, l'abandon des droits féodaux repose bien sur cette idée-là, c'est que le propriétaire doit être un propriétaire absolu en quelque sorte, qui a une maîtrise complète de son bien. Mais et ce n'est pas un hasard si celui qui tient ce discours-là est président de l'association des propriétaires suburbains de la région parisienne. C'est qu'en réalité, la propriété foncière dans la région parisienne, et notamment sur les marges de la région parisienne, donc dans ces espaces qui vont être consommés par l'urbanisation nouvelle, sont des propriétaires fonciers relativement nouveaux, qui bénéficient d'un seul coup d'une espèce de rente foncière qui s'offre à eux et qui bénéficient de la fin du régime des rentiers, en quelque sorte de la rente foncière, et qui ne peuvent pas renoncer à ce système-là, parce qu'en réalité toute leur richesse est fondée là-dessus. Il ne s'agit pas d'industriels, il ne s'agit pas de grandes familles. Les grandes familles ont vendu déjà depuis un certain temps. C'est vraiment la petite bourgeoisie qui voit d'un seul coup ces terrains augmenter de manière considérable. Si on régulait par exemple le prix des habitations actuellement en disant voilà, les appartements à Paris ne valent plus que 2000 € le mètre carré, je suis sûr qu'on entendrait un mouvement de tous les propriétaires enrichis par l'augmentation des prix de l'immobilier justifier le maintien d'un prix du marché dans le domaine immobilier. Au fond, c'est un peu la même problématique. Donc cette idée, elle est malgré tout assez forte. Donc l'absolutisme du droit de propriété joue un rôle important. Le deuxième obstacle à lever, ce sont les industriels, ce sont les problématiques industrielles. Parce que la région parisienne, c'est aussi un lieu de production économique majeur, essentiel pour le pays, et même si on lit toujours dans les mêmes revues qu'il y a des industries qui pourraient sans difficulté être délocalisées dans le Massif central, évidemment, personne n'envisage sérieusement de le faire, mais en tous les cas le fait c'est que développer l'urbanisme de zone, c'est aussi régler le problème du développement des industries. Or, de ce point de vue-là, il faut le souligner, les zones industrielles et l'installation des établissements industriels, des établissements insalubres, la législation sur les établissements classés est peut-être la seule législation antérieure à l'urbanisme qui réfléchit déjà en termes d'installation de zones de positionnement dans l'espace. C'est d'ailleurs pas un hasard, c'est pas seulement lié à un tropisme occidental, ce n'est pas un hasard si les installations industrielles principales de la région parisienne ont été implantées au nord-est de la capitale. C'est tout simplement parce que les vents dominants justifiaient qu'on n'empeste pas la ville de Paris avec les émanations industrielles et donc de les placer à l'est. Et au fond, le déséquilibre résidentiel, industriel de la ville de Paris s'explique aussi par ces raisons de vents dominants qui ont conduit tout au long du XIXe siècle à favoriser les implantations industrielles à l'est. Mais malgré tout, réorganiser l'espace industriel de la région parisienne, c'est une entreprise extrêmement difficile, et on voit bien dans les milieux industriels également des réticences sur ça va quand même être compliqué de nous empêcher de nous développer, ça va être compliqué de nous empêcher de produire, c'est une problématique qui revient très fréquemment. Donc on a les propriétaires fonciers, on a les industriels et on a les agriculteurs.
avec des fronts un peu renversés, parce que on sent bien qu'en Île-de-France, j'emploie le terme Île-de-France de manière un peu anachronique, mais on sent bien qu'en région parisienne, l'agriculture est en perte de vitesse. Et on lit dans les débats parlementaires, en particulier sur la loi d'habilitation de 1932 qui conduira au décret loi de 1935, on lit, si on définit des zones agricoles dans lesquelles on oblige le maintien de l'activité agricole alors qu'elle est à perte, alors on va ruiner les agriculteurs. Donc on a ici un fonctionnement à front renversé. On pense que le zonage va conduire à obliger les agriculteurs à faire de l'agriculture, et donc par conséquent qu'il va leur renchérir ou compliquer le fonctionnement de leurs exploitations. Donc, les propriétaires fonciers, les agriculteurs, les industriels, ça fait quand même beaucoup d'intérêts groupés pour cette réticence. S'y ajoutent deux problématiques juridiques très, très importantes. La première, historiquement, c'est la gestion de l'expropriation historiquement en droit français, l'expropriation qui reposait sur le fonctionnement de la loi de 1841, qui supposait que l'évaluation des immeubles soit soumise à un jury. C'est un anglicisme du XVIIIe siècle. D'ailleurs, pendant longtemps, on n'a pas su si on peut dire le jury ou la jury. Dans CIS, on parle de la jury constitutionnelle, parce que the jury se traduit assez mal en masculin ou en féminin. Ici, on va se trouver confronté à la situation suivante, c'est que les jurys composés en particulier de propriétaires, parce qu'au XIXe siècle, le propriétaire, c'est aussi celui qui paye les impôts, vont se révéler, lit-on dans les débats de l'époque, plus propriétaires que taxés. Et par conséquent, ils vont favoriser l'augmentation des indemnités d'expropriation. Et on lit, c'est extrêmement frappant, on lit dans les analyses, dans les statistiques, que les expropriés touchent des indemnités correspondant à 4, voire 5 fois la valeur du terrain s'il était vendu sur le marché. Donc évidemment, il y a une captation de la rente foncière, une captation de la plus-value liée à l'expropriation pour réaliser un projet, qui est opérée par les propriétaires et qui par conséquent empêche les collectivités de véritablement procéder à des expropriations, parce que si elles exproprient, ça leur coûte extrêmement cher. Donc elles ont tout intérêt à laisser faire l'initiative privée plutôt qu'à exproprier, parce que ça leur coûte beaucoup plus cher. Et l'expropriation se concilie, rentre en relation avec un deuxième outil juridique, une deuxième problématique, bien connue non seulement des spécialistes de la matière, mais bien connue même en général, qui est la problématique de l'indemnisation des servitudes d'urbanisme. C'est même l'emploi du terme servitude est intéressant. Si la planification d'urbanisme, si les zones définies constituent des servitudes, alors imposer des servitudes sur une propriété, c'est grever cette propriété de droit réel au profit de l'administration, c'est donc une forme d'expropriation d'une partie du droit de propriété, et donc il faut faire fonctionner le régime de l'expropriation. Et donc on retombe sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur le fait que ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc on va pendant longtemps se dire oui, mais urbanisme de zone égale expropriation partielle égale beaucoup trop d'argent. D'autant plus que le Conseil d'État, et alors là-dessus les choses ne sont pas absolument claires, le Conseil d'État dans un avis de 1924, un avis de la section de l'intérieur, dans un avis de 1924, aurait dit, je dis bien aurait dit, parce que cet avis est assez régulièrement cité, mais personne ne l'a jamais retrouvé. D'ailleurs, le commissaire du gouvernement, Jeannet, dans un arrêt de 85, dit « je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé ». On a des bouts de texte, on pense quand même qu'il existe, mais en fait ce sont des reprises à chaque fois d'Henri Puget, des textes d'Henri Puget qui dit il y a un avis qui dit que, etc. Le Conseil d'État aurait posé le principe que, dans ces sections administratives, aurait posé le principe que les servitudes légales ne donnent pas lieu à indemnisation quand elles sont générales, c'est-à-dire par exemple les servitudes militaires qui enserrent toute une région ne donnent par elles-mêmes pas lieu à indemnisation. En revanche,
lorsqu'une servitude fait peser une contrainte particulière sur une propriété déterminée, alors, s'il y a un préjudice direct, ce préjudice doit faire l'objet d'une indemnisation. Or, la caractéristique de la servitude d'urbanisme, c'est que ça n'est pas une servitude légale générale, c'est une servitude spécialisée par zone, de telle sorte que elle peut être considérée comme une servitude spéciale devant donner lieu à indemnisation. Et donc cet avis du Conseil d'État de 1924 pose le problème du coût de l'établissement de ces servitudes. Voilà les obstacles à lever. Comment vont-ils être levés ? D'abord, pour répondre à l'absolutisme du droit de propriété, on va voir se constituer en droit public le pendant de quelque chose qui se développe en droit privé, la thématique de la fonction sociale de la propriété. Et je ne peux pas faire mieux que de vous lire un passage d'un auteur qui est un des ingénieurs de la ville de Paris qui ont travaillé sur les projets d'expropriation, qui en rend très bien compte. Le zoning, vous voyez, toujours l'anglicisme, qui se réclame de l'ordre, ne devrait avoir contre lui que les spéculateurs. La très grande majorité des propriétaires devrait le défendre. Le droit de propriété, socialement entendu, n'est pas la faculté de spéculer, de s'enrichir au hasard, de jouer à la loterie d'une plus-value foncière capricieuse. Le moment est venu, semble-t-il, certaines fièvres économiques passées, de préférer à ce risque une valorisation de propriété plus lente, mais mieux répartie, plus régulière et plus sûre. Le moment est venu de se guérir d'une illusion qui faisait prendre pour des prix normaux des prix exceptionnels, et qui faisait croire à la généralisation possible d'un heureux coup de dé et trompait à ce point les propriétaires sur l'exacte valeur de leurs biens que les transactions immobilières en devenaient de plus en plus rares et qu'une grave mévente s'ensuivait aux grandes dames du renouvellement et du rajeunissement de la ville. Ça date naturellement de 1936. Tout rapprochement avec une situation actuelle serait évidemment tout à fait inutile, mais la thématique du droit de propriété socialement entendu, et il s'agit là d'une espèce de péroraison à la fin d'un passage sur ça, c'est vraiment l'idée que si on développe harmonieusement la ville, chacun en profitera, toutes les propriétés seront valorisées de manière égale. Donc c'est bien cette thématique en quelque sorte d'un solidarisme urbanistique en quelque sorte, qui fait le pendant du solidarisme privé, avec une petite nuance, c'est que dans ces écrits publics, on ne se paye pas de théorie, on ne va pas chercher les solidaristes privés, on fait ça assez sèchement et assez économiquement en quelque sorte, sans avoir recours à un arsenal théorique très important. Le deuxième outil théorique qui va être utilisé, c'est la levée de l'obstacle de l'expropriation. Dans les décrets-lois de 1935 que j'évoquais tout à l'heure, il y en a un qui est relatif à la réforme du droit de l'expropriation, qui d'ailleurs a été à la source de tout le droit ultérieur de l'expropriation, qui remplace le jury d'expropriation par une évaluation faite par une commission arbitrale, on garde encore quelques apanages, mais sur des préévaluations faites par deux fonctionnaires, ces fameux fonctionnaires que la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé qu'on n'a peut-être pas gardé en l'état, parce qu'ils avaient tendance à favoriser les intérêts de l'administration. Et d'ailleurs, je ne sais pas si René Ostiou, qui est le grand spécialiste de ces questions, a lu ces textes, mais Henri Puget, toujours lui, dit c'est vrai que ces fonctionnaires auront tendance à faire prévaloir l'intérêt général, mais les administrations n'ont plus beaucoup d'argent, et donc ils justifient d'une manière assez simple, par l'impétuosité de la puissance publique, la nécessité d'avoir des évaluations restreintes. Je pense qu'effectivement ça aurait été un bon argument pour conforter la ruine de ce système devant la Cour européenne des droits de l'homme. Notons que la réforme de l'expropriation est opérée sous l'influence d'Henri Chardon, président de la section de l'intérieur du Conseil d'État, qui est le mentor d'Henri Puget, qui est en 1935 maître des requêtes. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Henri Puget a réussi la même année l'agrégation de droit public et le concours de l'auditorat. Il a choisi l'auditorat, mais il signe ses premiers articles agrégé des facultés de droit auditeur au Conseil d'État. Après, il n'est plus que maître des requêtes au Conseil d'État, parce que l'agrégation, ça va bien.
Donc c'est une réforme qui déverrouille toute la problématique du coût du zonage. Le Conseil d'État, par ailleurs, le Conseil d'État règle le problème de la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme en donnant un avis qui est repris dans le décret-loi de 1935 en disant qu'en réalité les servitudes d'urbanisme, on l'avait mal compris, sont des servitudes générales et qui par suite ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, sauf préjudice direct, spécial, etc. Mais donc, il s'agit cette fois-ci quand il y a un projet particulier qui est empêché par une servitude qui est en train d'être édictée, et non plus de tous les propriétaires affectés par une restriction du droit de construire. Donc cette règle est en réalité à la source de la règle de la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Elle sera étendue par la loi 1943 sur l'ensemble du territoire national. Et on a ainsi une levée de cette question-là. Par ailleurs, la planification d'urbanisme va être mise en liaison avec la rationalisation et notamment la départementalisation des services publics, enfin départementalisation ou intercommunalisation ou interdépartementalisation, notamment dans la région parisienne. On va voir se développer les syndicats intercommunaux à longue ampleur sur l'assainissement en particulier, qui va, grâce à un texte de 1932, donner une compétence au département de la Seine pour gérer l'ensemble de l'assainissement de la Seine, et donc la liaison entre planification d'urbanisme et gestion des services publics est une liaison très, très forte. Et puis, la dernière manière de lever tout cela, c'est évidemment le basculement des compétences. Un des défauts majeurs, sans doute, de la loi 1919 était d'avoir attribué la compétence aux communes pour se doter de plans d'aménagement et d'embellissement. Les décrets-lois de 1935 font basculer ces compétences dans l'orbite de l'État. Le plan régional est un plan qui doit être décidé par l'État et les communes viennent s'insérer en quelque sorte dans ce plan, de telle sorte que c'est désormais l'État qui prend la main et c'est quand même beaucoup plus facile. Je crois que les communes étaient vraiment dans une situation difficile face à tous les intérêts qu'on a évoqués pour arriver à maîtriser la situation. Donc on a ce basculement au profit des compétences de l'État, et puis on a un arrêt qui est un arrêt assez connu également des spécialistes, qui est dans les grands arrêts du droit de l'urbanisme, un arrêt de 1934 du Conseil d'État qui reconnaît expressément le droit pour l'administration de zoner le territoire pour des motifs d'urbanisme, de telle sorte que tous les obstacles juridiques vers une planification d'urbanisme sont désormais levés. Alors il reste à dire un mot qui sera un mot qui me servira de conclusion en même temps sur le contenu de ce zonage, parce que finalement on a parlé un peu des principes mais on n'a pas tellement parlé du contenu. Or ce qui est extrêmement frappant, c'est que à ce stade, dans les projets de 1928-35, on reste dans un zonage finalement, qualitatif plus que quantitatif. C'est-à-dire qu'on va déterminer, avec un système de cercles concentriques autour de Paris, on va déterminer des communes dans lesquelles il faudra qu'il y ait des zones d'habitation et des zones industrielles, des zones d'habitation collective et des zones d'habitation individuelle. Mais on ne va pas définir les capacités ou les quantités de construction. Et il faudra attendre les années 60, et en particulier d'abord le décret de 58, mais surtout la grande loi d'orientation foncière de 67, pour qu'on voit émerger les notions de coefficient d'occupation des sols, où là, cette fois-ci, on va basculer d'un zonage qualitatif, en quelque sorte, à un zonage quantitatif, où c'est bien la quantité de construction, le nombre de mètres carrés, outre naturellement la destination des constructions, qui pourront être réglementés. Et donc on constate que, de ce point de vue, même les obstacles levés, le zonage
le zonage français va rester relativement en retard par rapport aux autres pays, et donc, même si les réticences ont été levées, il faudra effectivement attendre, non pas seulement la 4e République, sauf dans les zones sinistrées par la guerre où là il y aura des zones spéciales, mais il faudra attendre la 5e République et effectivement l'accès au pouvoir de ces administrateurs qui y ont travaillé depuis les années 30 sur ces questions, pour que véritablement on assiste au développement de ces techniques administratives et de ces gestions administratives de l'urbanisme de manière beaucoup plus forte. Et j'évoquais tout à l'heure le mouvement des villes nouvelles. Je pense que effectivement le passage aux villes nouvelles manifeste bien l'emprise de l'État et l'emprise administrative en matière de planification d'urbanisme. Et on peut d'ailleurs relier ça avec des analyses qui étaient déjà faites dans les années 30. J'aimerais retrouver un petit morceau de texte pour vous montrer ce point. Donc c'est sur les cités satellites. Et l'auteur du texte, qui est un urbaniste, expose très clairement: la cité satellite permet de faire une application complète des principes de l'urbanisme et en particulier des principes du zonage. Donc il y a bien cette idée que cette liaison entre ville nouvelle et planification d'urbanisme parfaite, et donc c'est peut-être pas un hasard si la prise en main administrative de l'urbanisme a été contemporaine du développement des villes nouvelles. Voilà un peu comment se sont organisées les choses dans les années 20 et dans les années 30. Au-delà de la description de ces fonctionnements et de ces différentes questions, je pense que ce qui frappe, c'est que les problématiques qui étaient à l'œuvre à l'époque sont toujours à l'œuvre actuellement, que ce soit les réflexions sur les outils, que ce soit l'exemplarité de la région parisienne et l'extension, la reproduction de son exemple à l'échelle de la France, tout cela sont des questions qui se reposent actuellement et qui montrent bien que le droit de l'urbanisme qui s'est construit au début du XXe siècle continue de travailler l'urbanisme du XXIe siècle. Voilà, je vous remercie. Cher Frédéric, je te remercie vivement pour cet exposé et j'aurais plein de questions à te poser, mais je vais d'abord céder la parole au public qui ne va pas hésiter à s'en emparer. Monsieur, bienvenue. Oui, moi je suis sur périphérique. Mais on parle beaucoup de la périphérie. Satellite. Alors, pour lancer le débat, une question sur nos amis les juristes. Tout au long de ton exposé, tu as parlé des urbanistes. Quel était leur profil? Et est-ce que dans ce débat, les juristes que nous connaissons ont eu leur mot à dire? Se sont-ils emparés de la question? Ont-ils appliqué leur schème à cet objet? Alors oui, c'est un point que j'envisageais d'aborder, puis ça a un peu glissé dans le cours des développements. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que les facultés de droit là-dedans, les professeurs de droit, la doctrine universitaire, ça n'existe pas en droit de l'urbanisme. On a le verbo-urbanisme qui apparaît en 1926 dans le supplément de l'encyclopédie Dalloz. On a Marcel Valline qui parle 2 ou 3 fois d'urbanisme, mais dans les années jusqu'en 1900, jusqu'à la guerre, et même jusqu'à l'après-guerre, la vérité, l'urbanisme n'est pas une préoccupation. Oui, tout à fait, mais ça reste très... Et d'ailleurs, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, oui. Je pense que c'est plutôt la liaison, c'est effectivement plutôt les privatistes, parce que ça pose d'abord des questions de droit de propriété, et que je pense que ça préoccupe les civilistes peut-être davantage que les publicistes, d'un certain point de vue.
Et surtout, moi, ce sur quoi je voulais insister, parce que c'est un point quand même très intéressant, finalement, le basculement de Puget de l'agrégation des facultés de droit à l'auditorat du Conseil d'État me paraît assez symptomatique de ce point de vue-là. C'est un mouvement qui est très frappant à la fin des années 20, début des années 30, avec des personnalités comme Puget, Larocque, etc., qui choisissent le Conseil d'État. Et comme a fait exprès ici l'initiateur de tout ça, l'initiateur politique de tout ça, c'est Tardieu, donc le chantre de la réforme administrative. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui a à voir avec un passage de témoin des facultés de droit vers les administrativistes étatiques de la haute fonction publique dans les années 30, et je pense que c'est tout à fait frappant qu'ici, c'est l'ensemble des outils que j'ai exposés là sont des outils qui ont été fabriqués au Conseil d'État ou dans le comité d'aménagement de la région parisienne qui est formé comme une commission actuelle, c'est-à-dire avec un président qui vient du Conseil d'État, un rapporteur général qui est du Conseil d'État, etc. Donc voilà. Donc on a vraiment, me semble-t-il, et je crois que c'est le classique dans l'après-guerre, dans beaucoup de domaines, mais on a vraiment un basculement depuis la doctrine juridique administrative vers les administrativistes étatiques issus de la fonction publique. D'ailleurs, Puget non seulement a choisi l'auditorat plutôt que l'agrégation, mais plutôt que la carrière de la faculté de droit en tous les cas, mais était issu de Toulouse, donc il est probable que ça ait été un élève d'Oriou, et que donc il y a vraiment le passage de témoin, il est à la fois réel et en même temps symbolique, me semble-t-il. Je crois que c'est vraiment l'héritage des facultés de droit qui passe dans la fonction juridique administrative de l'État. Oui, mais vous faudrait revenir sur Puget, parce qu'il était en même temps grand amateur c'est le premier à s'intéresser au droit administratif comparé. Oui, c'est lui qui est à l'origine de de l'Institut des sciences administratives, la section française de l'Institut international des sciences administratives. C'est aussi un grand spécialiste du droit d'auteur, et c'est aussi un grand spécialiste ça a à voir avec l'urbanisme, de tout ce qui est patrimoine, monuments historiques, etc. Donc il avait quelques cordes à son arc, mais effectivement c'est quelqu'un qui va voir assez loin. Voilà. Non, si on regarde dans les auteurs, il y en a un. Je pense qu'il y a une filiation, c'est Mainviel, le grand auteur de droit qui était avocat. Je ne sais pas si c'est le père de l'autre. Oui. Géo, moi il me faisait toujours penser comme Géo trouve tout. Géo Mainviel, qui a été le premier, c'était le seul ouvrage juridique sur le droit de l'urbanisme et des lotissements aussi, qui était d'ailleurs le droit de l'urbanisme. On aurait intérêt à regarder. Puis si, il y a évidemment Montserrat. Et puis, il y a tout de même le seul auteur qui se soit intéressé. Quel est, mesdames, messieurs, le seul auteur qui, après l'agrégation, brillamment agrégé, a fait un article de droit de l'urbanisme à la RDP. Le seul. Georges Godel, le permis de bâtir. Ah oui, oui. Mais c'est le premier. Et c'est curieux d'ailleurs. Il aurait fallu lui demander pourquoi. C'est un article qui détonne. À une époque où on ne s'intéressait qu'aux aisances de voirie, à la rigueur, des choses comme ça, mais quelle l'idée qui lui est venue je pense que ça ne devait pas être différent à son activité d'avocat à Toulouse, je pense. Et il me semble que du point de vue administratif, je veux dire du point de vue des organes de l'État, il faudrait réévaluer le rôle d'Henri Chardon, qui est quand même le premier à théoriser non seulement le passage de témoins entre les facultés de droit et les juristes de l'État, mais même
entre le rôle du pouvoir politique et le rôle du pouvoir administratif. Dans son bouquin de 26, il dit, dans un État, il y a la force politique et la force administrative. Et l'idée d'une autonomie de la force administrative par rapport à la force politique me paraît être le socle idéologique de toute cette construction ensuite de l'État administrateur, et la liaison entre Chardon et Puget, parce que Chardon pousse Puget à peu près tout ce qu'il peut. Je pense que cette liaison entre Chardon et Puget, et le fait que Puget ait choisi le Conseil d'État, ça s'inscrit dans cette... Il y en a un autre qu'on ne sort pas trop, il y a Alibert. Oui, tout à fait. Oui, il est parti dans le privé. Lui. Après, il est parti dans la synarchie, mais avant, le seul qui parle de la rentabilisation du domaine public, oui, tout à fait. c'est lui, hein. Mais les corps d'ingénieurs de l'État n'ont pas joué un rôle important aussi, en particulier dans la reconstruction de l'après-Première Guerre mondiale. Justement, alors ça aussi c'est des points que ça m'a frappé, c'est que je trouve qu'effectivement les ponts sont quand même les grands absents de tout ça. La Seconde Guerre mondiale, au contraire, ils sont pas... Oui, et peut-être qu'ils reprennent du poil de la bête. Moi, je suis assez frappé par ça. L'année dernière, je vous avais expliqué que dans le domaine des marchés publics, c'était les ponts et chaussées qui avaient tout fait. Or là, je vois pas les ponts et chaussées nulle part. En réalité, quand l'urbanisme apparaît, l'urbanisme, c'est une activité presque artistique en quelque sorte, et se développe plutôt une spécialisation qui gravite autour de des architectes, l'architecture, et notamment Henri Prost est tout à fait symptomatique à cet égard, et la liaison entre musée social, Henri Prost et Lyotet, et donc Prost, bras armé de Lyotet pour faire de l'urbanisme, montre bien qu'on ne va pas chercher les gens des ponts. Et à mon avis, si on ne va pas chercher les gens des ponts, c'est que peut-être qu'on veut rompre avec cette logique un peu villère en quelque sorte, et on veut sortir de juste tracer des routes, quoi, et on veut réfléchir autrement. Et il me semble que les urbanistes, hygiénistes ou architectes présentent cet intérêt d'être plus modernes dans leur manière de réfléchir que les ingénieurs des ponts. Et peut-être qu'effectivement il faudra attendre les années 30 et le passage de la Seconde Guerre mondiale pour que les ponts et chaussées reprennent en quelque sorte la main. Mais là, effectivement, il y a une absence considérable. En revanche, il y a une série de personnalités très intéressantes, dont j'avoue, j'ai pas réussi à déterminer l'information parce que c'est pas des gens très très connus et donc on trouve pas ça très facilement. Ce sont tous les gens qui ont travaillé à la ville de Paris et qui sont pas des ingénieurs des ponts. Les gens qui ont travaillé à la ville de Paris, qui sont issus des bureaux, me semble-t-il, de la ville de Paris dans les années 10, au moment notamment du projet d'extension, et qui sont ensuite très moteurs sur toutes ces réflexions-là. Peut-être des gens qui ont travaillé autour du métro, des choses que c'est possible. Mais en tous les cas, c'est très frappant que le chef des plans de la ville de Paris, des gens comme ça, ils ne sont pas forcément des gens qui se présentent en tous les cas comme ingénieurs des ponts, sont vraiment dominants dans ces réflexions-là. Et dans votre revue urbanisme, là, le comité... Le comité, je ne sais pas si j'ai tout photocopié. Le comité, il est assez peu doté en ingénieur des ponts. C'est Tardieu, c'est Cellier, c'est Puget, c'est Chardon, c'est le conseiller d'État. Oui, tout à fait. Oui, quand même. Je ne sais pas si j'en ai un. Ah oui. Non, j'ai pas. Voilà. Et alors, pour ceux que ça intéresse, il y a une source très intéressante. Oui, de toute façon, oui. Et là-dedans, on voit bien, c'est comme pour bien des choses. On comprend l'épanouissement sous Vichy. Bien sûr. Cellier, bien sûr. Ils ont travaillé aussi bien pour le Front populaire que pour... Alors ça c'est un point c'est un point que je n'ai pas dit, mais on a les décrets loi de 35. Et alors après les décrets loi de 35, c'est-à-dire en gros à partir du Front populaire, ça s'arrête absolument. Et à mon avis, la liaison limiter la ceinture rouge, planification d'urbanisme, c'est effectivement un discours qui fait que c'est tellement marqué politiquement qu'en 1936, on arrête complètement de se préoccuper d'urbanisme. Ça c'est très clair, et il faut attendre 39, donc en gros la fin du Front populaire et de ses dernières secousses, pour que ça revienne à l'ordre du jour.
Donc il est clair que alors je voulais aller chercher dans les mémoires de Jules Mock, mais j'ai pas eu le temps, voir s'il disait quelques mots là-dessus, mais parce que je pense que ça a dû se décider dans ces organes interministériels, le secrétariat d'État à la présidence du Conseil. Mais c'est très frappant que après 1936, ça s'arrête. Et d'ailleurs c'est drôle parce que le texte que je citais d'Henri Puget qui parle de la ceinture rouge, c'est un compte-rendu d'une séance du musée social de 1935, mais publié en juillet 1936. Et donc on voit bien quand même le décalage et la contradiction des logiques. Donc ça c'est vraiment très frappant de voir que le Front populaire a laissé ça complètement de côté. Moi je pense qu'il y a il y a aussi une raison. C'était trop dangereux de sortir ces affaires. Parce que ça serait amusant de le faire. J'ai souvenir, pour les avoir dépouillés avec mon collègue Richer quand on a fait sur le socialisme municipal, le droit de l'urbanisme à la revue socialiste, il y en a. Enfin, mais attention, c'est tout de suite la municipalisation des sols. Quand vous parliez de la plus-value, précisément des droits de préemption, enfin, des choses. Et donc, il y avait un anti-droit de l'urbanisme. Enfin, il y avait un droit de l'urbanisme révolutionnaire, mais vraiment, oui. Voilà. Je pense qu'en fait, il y a une alliance objective. Il y a deux choses. Il me semble-t-il une alliance objective entre les propriétaires qui construisent notamment du logement à bas coût et qui donc vont faire venir de la population de gauche et les municipalités de gauche. Donc il y a une alliance objective entre les propriétaires, les petits propriétaires qui font de l'immeuble médiocre et les municipalités de gauche, et en particulier les municipalités communistes. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il y a une entente. Alors je ne sais pas comment elle se caractérise, mais pour essayer d'éviter de communiser le débat, parce que sinon effectivement ça va être le bazar. Donc je pense qu'il y a les deux mouvements et qui à mon avis font que le Front populaire évidemment ne peut pas s'intéresser à ces questions-là. Mais c'est quand même frappant que ça soit